invité ce matin, Jérôme Guedj, député de l'Essonne et porte-parole du Parti Socialiste. Jérôme Guedj, bonjour. Bonjour, Jacques Bourdin. Ça négocie. Ça négocie. Vous négociez, c'est le mot. Vous négociez avec le gouvernement, vous n'êtes pas seul, les écologistes, les communistes vous accompagnent, les syndicats aussi, la CFDT, la CGT discute avec le gouvernement, avec Éric Lombard, le ministre de l'économie. Êtes-vous proche d'un accord avec le gouvernement sur le budget? Alors d'abord, je veux insister sur ce que vous venez de dire, sur le fait qu'on fait quelque chose d'inédit. C'est pas des réunions de concertation, c'est pas des réunions où on prend la température. C'était le cas avec Michel Barnier, alors qu'on avait une situation politique encore plus inédite qu'après 2022, c'est-à-dire une absence de majorité à l'Assemblée, qu'on nous avait promis la recherche de compromis. Il y avait eu aucune discussion sérieuse de fond. C'était un peu pour faire des images. Là, moi, par exemple, je suis responsable du budget de la sécurité sociale. C'est celui sur lequel il y a eu la motion de censure. Oui. Bien, je vous redis que pendant les 2 ou 3 mois d'examen de ce budget, je n'avais eu aucun contact, comme socialiste, avec les ministres concernés. Là, dès la première heure, quasiment, l'ensemble des ministres, j'étais encore avec Catherine Vautrin mardi après-midi, et on discute, stylo à la main, des propositions que nous formulons pour chercher ce fameux accord de non-censure, parce que dans la période, je le redis, nous prenons nos responsabilités. Nous sommes dans l'opposition. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de doute. On n'est pas en train de faire un contrat de coalition, on n'est pas en train de discuter d'une entrée au gouvernement. Ça, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Nous sommes dans l'opposition. Mais prendre des responsabilités, c'est de dire il faut un budget pour le pays et il faut que ce budget, il permette des avancées concrètes pour l'ensemble de nos concitoyens. C'est ce qu'on appelle ramener des victoires à la maison. Donc, je me félicite de cette négociation, mais jusqu'au bout du bout, comme dit l'autre, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Et pour l'instant, on ne sait pas qui va nous être répondu sur nos propositions. Donc alors, vigilance. On va parler de vos propositions, on va parler de l'état des négociations. Je vous pose une question simple. Êtes-vous proche d'un accord de non-censure avec le gouvernement? En tous les cas, les sujets qui nous apparaissaient essentiels pour l'obtenir sont discutés, mais on n'a pas encore de réponse. Est-ce que vous êtes proche ou pas? Mais proche, c'est quand on a des réponses qui ont été formulées. Et au moment où je vous parle, quand on vous a promis des réponses pour quand? Ce qui rend les choses intéressantes, mais pas concluantes, c'est que pour l'instant, on n'a pas de veto, on n'a pas de fin de non-recevoir, on n'a pas de rideau métallique qui est fermé en disant « Ah ça, on n'en parle pas du tout ». Exemple typique, nous sommes venus avec la demande clé de voûte pour nous, qui est de revenir sur cette satanée réforme des retraites. Je m'y suis opposé comme parlementaire dans l'hémicycle et j'ai mouillé la chemise. J'ai fait campagne aux législatives comme tous les candidats de gauche pour demander l'abrogation. Simplement, nous n'avons pas de majorité, nous n'avons pas gagné les élections. Donc, on peut pas dire c'est tout le programme, rien que le programme. Et donc, nous, la proposition de compromis, c'était de dire, on vous propose de suspendre, de ne pas appliquer la montée en puissance de cette réforme des retraites. Et donc, quand on dit ça, on nous dit pas, ah non, ça, on n'en parle pas, hors de question. Donc, on attend par contre la réponse. Et on a des sons de cloche qui sont parfois un peu différents. Bon, alors, Jérôme Guedj, pour nous résumer, pour que les auditeurs comprennent bien, vous avez proposé, vous demandez la suspension de la réforme des retraites. Oui. C'est clair. Aujourd'hui, vendredi matin, on ne vous a pas dit oui, la réforme sera suspendue. Mais on ne nous a pas dit non. Non plus. Donc c'est le principe d'une négociation. Et j'anticipe sur les questions que vous allez nous poser. Oui. Par principe, la négociation, elle est publique. En tous les cas, le fait qu'on discute, mais on ne va pas débattre ici de chacune des mesures dans le détail, parce que c'est le propre d'une négociation. À un moment donné, c'est le point d'atterrissage. On vous demande, et vous voulez, beaucoup de discrétion dans cette affaire. C'est toujours mieux, même si c'est important que les Français sachent qu'on se parle. C'est déjà une bonne nouvelle, mais chacun doit prendre ses responsabilités. Nous, on l'a fait en acceptant ce dialogue et en le proposant. De la réforme des retraites. Ça veut dire le budget, vous l'avez dit aussi. Alors, je vais revenir sur le budget. Suspension de la réforme des retraites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nouvelle négociation sur une réforme des retraites. Exactement. Ça veut dire conférence de financement, par exemple. Vous avez tout compris. Ça veut dire aussi un changement peut-être de système des retraites. Oui ou non? En tous les cas, moi, je demeure attaché. La CFDT le demande. Moi, je demeure attaché. D'abord, quand on parle de système, vous savez, il n'y a que 2 grands systèmes de retraite. Oui. Soit le système par répartition, soit le système par capitalisation. Nous demeurons
radicalement, totalement opposé au système par capitalisation. Les principes de la sécurité sociale, qui sont ceux de la solidarité intergénérationnelle, les actifs cotisent pour les retraités, et la sécu, c'est les biens portants cotisent pour les malades. Ça, nous dit Sam Attaché, c'est pas le chacun pour soi. Le chacun pour soi, c'est la capitalisation, c'est le contraire d'une logique de solidarité, de ce que les pères fondateurs de la Sécu, du Conseil national de la résistance, avaient mis sur la table. Donc, attaché évidemment au système par répartition. Ceux qui vous disent le contraire, c'est pour faire de la dramatisation en disant là, ils sont en train de vendre les principes de la sécurité sociale. Après, à l'intérieur du système par répartition, il y a la question des modalités de mise en œuvre de celui-ci. Nous continuons à défendre le principe des cotisations, le principe d'un âge légal qui doit baisser de 64 à 62 ans. On peut envisager dans la répartition un système par points. Mais vous savez, actuellement, dans le système de sécurité sociale et de retraite, il y a une grande partie des retraites qui sont par points. Les retraites complémentaires, la vôtre, par exemple. Non, les retraites complémentaires, l'AGIRC et l'ARCO, c'est un système par points. Voilà. Et alors, donc ça existe, et c'est géré par les partenaires sociaux. Et c'est très bien géré. Et c'est très bien géré. Oui, parce que c'est eux qui modulent à la fois le montant des pensions servies et le montant des cotisations en équilibrant ce régime. Et d'ailleurs, ce régime-là est excédentaire. Mais vous-même, exactement, élu, vous cotisez à l'IRCANTEC. Oui. L'IRCANTEC, c'est un système à la fois répartition et par points. Mais c'est la raison pour laquelle, si vous me posez la question de savoir qu'est-ce qu'il doit y avoir dans cette conférence, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans cette conférence de financement, en tous les cas, pour proposer une solution alternative à celle qui avait été décidée et qui consistait à dire, écoutez, il y a un déficit du régime d'assurance vieillesse, on le conteste pas à court et moyen terme, et donc pour le résorber, on va faire travailler les Français 2 ans de plus. Nous, on a dit, à la place, il y a d'autres solutions possibles, examinons-les toutes, des solutions de ressources et des solutions d'organisation. Donc, vous l'avez rappelé, la CFDT, la CFDC, d'autres syndicats défendent cette proposition. Le minimum, c'est de pouvoir les examiner. Vous êtes opposé à une part de retraite par points? Moi, en tous les cas, je pense que le sujet, il faut mettre toutes les questions sur la table. Donc vous êtes et celle-là en fait partie. Et celle-là en fait partie, donc vous discutez de cela. Alors, ce n'est pas le sujet des négociations que nous avons aujourd'hui, mais ça peut être le sujet futur. Il faudra que dans la lettre de cadrage de la négociation, ce qu'on appelle le document d'orientation que le Premier ministre indiquera aux syndicats, aux partenaires sociaux, moi, vous savez, s'il leur dit « réfléchissez à toutes les modalités qui permettent d'équilibrer le régime de retraite à court et moyen terme et qui, dans le même temps, revient sur l'allongement de la durée de l'âge légal », ça me va. Voilà, c'est ça le vrai compromis intelligent à construire. Pas opposé. Ça veut dire aller dégager des ressources. Donc nous verrons dans la discussion. Il faut être inventif, imaginatif et surtout évitons la dramatisation. Voilà. Dans la conférence de financement. Mais là où vous avez raison, c'est la suspension, ça permet d'abord d'envoyer le signal de dire, vous savez, là c'est la génération 63 cette année qui passe à 62 ans et 9 mois de durée d'âge légal avec la montée en puissance progressive. La suspension, c'est concrètement de se dire on s'arrête sur cette génération, ça veut dire qu'il y a des centaines de milliers de Français qui ne seront pas concernés par la montée en puissance progressive. Ça, c'est une victoire à la maison qu'on ramène concrètement. Jérôme Guedj, vous avez besoin de victoire, évidemment, à la fois pour les Français. C'est votre point de vue. Surtout pour les Français. Surtout et uniquement pour les Français. Mais pour des raisons politiques. On négocie pas pour le Parti Socialiste. Non, pour des raisons politiciennes aussi. C'est normal. Vous avez compris qu'on se sublime tous. C'est l'intérêt général avant la somme des intérêts particuliers. Si vous obtenez la suspension de la réforme, vous ne votez pas la censure, c'est clair. Dès qu'on obtient des avancées significatives, remarquables, c'est le terme que nous avons utilisé, eh bien, encore une fois, tout en étant dans l'opposition, on garantit une forme de stabilité. Je pense que dans la période, il y a assez de troubles dans le monde et dans notre société pour rajouter en plus du chaos institutionnel. Ça ne veut pas dire qu'on soutient le gouvernement. Ça veut dire qu'on permet juste de ne pas à la France être d'avancer, dans l'impasse. À la France d'avancer. Bien, vous avez d'autres demandes. Après, parce que la première étape, c'est aussi le vote du budget qui va venir très vite. J'allais y venir. Alors dans le budget, vous demandez une augmentation significative du SMIC, vous demandez beaucoup de choses. Que la flat tax soit portée de 30 à 35%, mais vous demandez aussi, enfin je ne sais, c'est pas vous qui le demandez, mais
il paraît que le gouvernement a mis sur la table, c'est Amélie de Montchalin que vous connaissez bien puisque vous l'avez battue aux législatives. Retrouvailles inédites. Oui, retrouvailles inédites. On voit presque tous les jours en ce moment, c'est particulier. Évidemment, oui, c'est particulier, Jérôme Guedj. Il paraît qu'Amélie de Montchalin a mis sur la table la taxation du patrimoine des plus fortunés. Une sorte d'impôt minimum de 2%. Au-delà, je crois, d'1 milliard d'euros de patrimoine. C'est cela ? Écoutez, nous sommes dans une négociation. Oui, non, mais... Et donc, je ne vais pas vous faire état des éléments de la négociation. Ce sont les informations que j'ai, et je ne suis pas le seul. Je lis dans les journaux des informations... Vous avez lu ? Oui, mais je lis des informations très farfelues par rapport... Elle est farfelue, celle-là ? Est-ce qu'elle est farfelue ? En tous les cas, nous avons formulé depuis le début... Attendez, je vais vous dire, nous avons formulé depuis le début la nécessité, au nom de la justice fiscale, de dégager des ressources pour financer à hauteur des besoins les services publics. Voilà, par exemple, c'est pas un secret, on avait demandé, il faut pas supprimer 4000 postes dans l'éducation nationale, il y a besoin d'enseignants. Il faut renforcer l'accompagnement des élèves en situation de handicap dans l'éducation nationale. Que ces postes ne seraient pas supprimés. Sur ces questions-là, vous avez entendu, y compris Elisabeth Borne, manifestement, notre idée, notre demande chemine. Et donc, en face, il faut dégager des ressources. Et donc, dans les ressources, nous avons dit, la justice fiscale consiste à, notamment, mieux taxer les très hauts patrimoines, parce que depuis la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, et depuis des mécanismes d'optimisation, comme on dit, on pense qu'il n'y a pas une juste taxation du capital, du patrimoine, des revenus du patrimoine. La proposition, elle est sur la table et nous verrons quelles sont les réponses concrètes que nous fait le gouvernement. Mais voyez, sur d'autres sujets, moi je vous l'ai dit... Donc la proposition de 2% de cette taxation du patrimoine est sur la table. Non, en tous les cas, à aucun moment il y a eu une discussion aussi précise sur le taux, l'assiette. Non, pas sur le taux, mais sur l'idée, nous avons formulé... Mais de toute façon, vous savez, nos propositions, c'est pas un scoop, c'est celles que nous faisions au moment du budget. Simplement, nous les avons adaptées aux circonstances. Je vous prends un seul exemple. Moi, je m'occupe du budget de la sécurité sociale. Aujourd'hui, les hôpitaux, ils sont à l'os. Voilà. Il leur manque du personnel. Ils ferment donc des lits. Personnel soignant. Du personnel soignant pour accompagner, que ce soit dans les hôpitaux, et non pas du personnel administratif. Notamment dans les EHPAD et les maisons de retraite. Et donc, là, nous sommes venus avec la demande d'augmenter le budget à destination des hôpitaux. Concrètement, ça correspond à la sauvegarde ou à la création de 40 000 emplois dans les hôpitaux. C'est 2,5 milliards que nous demandons. Pour vous compariez, actuellement, c'est 109 milliards le budget qui est prévu pour les hôpitaux. Et nous disons... il manque 2,5 milliards. Vous voyez, on ne demande pas le double, le triple. Et ça, c'est concrètement 40 000 postes de soignants qui sont préservés là où ils devaient être fermés, supprimés ou qui peuvent être créés. Ben voilà, cette proposition, on nous dit... on l'examine avec attention et nous verrons si elle a entendu. Même chose, on a demandé de ne pas dérembourser ni les médicaments, ni les consultations médicales. Vous voyez que ça, c'est du très concret pour nos concitoyens. C'est pour ça que nous, on se dit qu'on se bat pour les Français, pour l'accès aux soins. Et pour obtenir des victoires. Ben oui, mais les victoires, encore une fois, je leur dis, c'est des victoires pour les Français. C'est pour ça qu'on a été élus. Jérôme Guedj, j'ai des questions précises. La première, mardi prochain, discours de politique générale de François Bayrou. Jeudi, examen de la motion de censure LFI. Est-ce que vous la voterez ? Et nous avons indiqué depuis le début que nous ne souhaitions pas censurer par principe ce gouvernement. Donc vous ne censurerez pas jeudi prochain ? Non, nous cherchons un accord de non-censure et pour qu'il y ait non-censure, il faut qu'il y ait accord. Oui, et donc le message que nous faisons passer, si au terme de ces négociations, qui comme on l'a dit depuis le début de cet entretien, se passent dans des bonnes conditions, on se retrouve avec absolument aucune avancée et des fins de non-recevoir, alors l'hypothèse de la censure, elle demeure. Moi, je vous le dis sincèrement, je ne souhaite pas censurer parce que je souhaite une forme de stabilité. Vous ne souhaitez pas censurer ? Moi, personnellement, je ne souhaite pas censurer, mais je ne veux pas qu'on y soit contraint. Parce que si, à la fin, on nous dit, on a négocié, on a discuté avec vous, c'était pour amuser la galerie et montrer qu'on était plus à l'écoute, mais que à la fin, on n'a pas tiré les conséquences de ce qui s'est passé la fois précédente. Encore une fois, je vous le redis, moi, sur le budget de la sécurité sociale, qui est la raison pour laquelle le gouvernement a chuté, on n'avait rien obtenu. Voilà, donc il va bien falloir. Donc, pour résumer, négociation,
s'il n'y a rien, la censure est possible. S'il y a des avancées remarquables, alors il n'y aura pas de censure. C'est pour ça que la balle est dans le camp du gouvernement. La bonne nouvelle, c'est qu'il préfère, semble-t-il, discuter et négocier avec la gauche en respectant son socle commun. Mais comme le gouvernement s'est tourné vers la gauche alors qu'il était plutôt tourné vers le Rassemblement national. Voilà. Et simplement, il faut qu'il entende, parce qu'on nous dit, oui, il faut aussi tenir compte de la position du fameux socle commun, c'est-à-dire des députés Renaissance et des députés LR. Mais il y a un petit message qu'il faut bien entendre. Les députés Renaissance et les députés LR, ils ont, a priori, et je suis même certain, ils vont pas censurer ce gouvernement, puisqu'ils sont au gouvernement. Ceux qui peuvent censurer le gouvernement, c'est nous. Et donc, c'est logique et responsable de tenir compte des attentes qu'on fait sans humilier qui que ce soit. Alors maintenant, je lis Jean-Luc Mélenchon. Cette façon de négocier, attendez, il s'exprime sans cesse sur son blog, sur Twitter, sur X, sur tout. Cette façon de négocier dans le dos du NFP, le nouveau Front Populaire, et contre son programme, est une forfaiture d'un irrespect total pour notre alliance, mais nous dormirons tranquilles. La petite gauche, petite, hein, vous êtes qualifié de petite gauche traditionnelle, n'a rien à offrir et ses négociateurs sont juste ridicules de servilité. Vous êtes dans la forfaiture et vous êtes servile. Jérôme Guedj. Depuis le début, on essaye d'échanger en disant qu'on faut se mettre à la hauteur des enjeux. Donc là, dans la période, j'ai pas envie de passer du temps à commenter les tweets compulsifs de Jean-Luc Mélenchon qui disent le contraire de ce qu'il annonce. Parce que mettre un tweet à 23h pour dire on dort tranquille, je pense qu'en effet, dans la période, il y a deux manières d'appréhender les responsabilités. Il y a ceux qui grognent sur leur tabouret en regardant ceux qui essayent de trouver une solution, et puis ceux qui essayent de trouver une solution. On a un désaccord majeur. Voilà. Lui, il souhaite qu'il y ait une destitution et une élection présidentielle anticipée. Nous considérons que c'est pas la nécessité, la priorité. C'est respectable ce désaccord, mais nous disons que dans la période, négocions. Essayons de ramener ces victoires à la maison et de le faire avec l'ensemble des forces de gauche qui souhaitent y participer. Et oui, c'était important avant-hier soir de se retrouver avec les écologistes. Donc pas de forfaiture. Et avec les communistes. Non mais oui, mais encore une fois, tout ce qui est excessif est insignifiant et ça traduit plutôt une forme de fébrilité et d'inquiétude parce que, vous savez, le NFP, le Rassemblement de la gauche et des écologistes, il appartient à personne. Il appartient à ceux qui le font vivre. Et ils choisissent la manière d'incarner les combats. Et donc moi, je préfère dans la période des responsables de gauche qui se disent qu'est-ce qu'on peut obtenir comme avancée concrète pour nos concitoyens. C'est pour ça qu'on a été élus. Alors on peut dire, oui, il faut le programme, tout le programme, rien que le programme, mais ça, c'est la gauche du tout ou rien. Voilà, moi, je préfère qu'on puisse ramener le maximum possible comme avancée concrète pour nos concitoyens plutôt que de ronchonner dans son coin. Ceux qui ont dansé pour fêter la mort de Jean-Marie Le Pen sont les mêmes que ceux qui ont dansé le 7 octobre. C'est Marion Maréchal qui dit cela. Vous êtes d'accord ou pas ? Je ne vais pas commenter les déclarations de Marion Maréchal Le Pen, mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire. J'étais un adversaire résolu. Jean-Marie Le Pen était un ennemi politique, c'était un raciste, c'était un antisémite, c'était un tortionnaire pendant la guerre d'Algérie. C'est quelqu'un qui a introduit de la brutalisation dans le débat politique. Et donc, je m'intéresse à combattre ses héritiers et ses idées, mais quand un homme meurt, je me réjouis jamais du décès d'un homme. Et encore plus, je suis toujours inquiet par ces mouvements de liesse collective, de foule collectif, que chacun dans son fort intérieur se dise il est mort, et ben c'est ainsi. Voilà. Mais le fait de le fêter collectivement, je trouve que ça dit quelque chose de la nature humaine qui ne me plaît pas. Voilà. Donc j'ai combattu Jean-Marie Le Pen, c'était un ennemi politique, aucun regret sur les combats qu'on a menés face à lui, mais voilà, la hauteur d'âme nécessaire qui consiste à ne pas se féliciter de la mort d'un homme, je pense que ça nous rend humains de pouvoir agir ainsi. Voilà. L'influenceur algérien expulsé vers l'Algérie après avoir publié des vidéos incitant à la haine et appelant à l'assassinat d'opposants a été renvoyé vers l'Algérie. Et puis renvoyé par l'Algérie vers la France. Dites-moi, c'est quoi ? C'est une insulte à la France ? C'est quoi ? C'est un défi lancé par le gouvernement algérien ? En ce moment, le gouvernement algérien est dans une situation de surenchère, d'escalade dans les relations avec le gouvernement français. Je pense à cet instant à Boualem Sansal qui, d'une certaine manière, est
victime collatérale ou l'instrument de pression sur le gouvernement français. Et moi, avec tant d'autres, je continue à demander la libération de Boualem Sansal. Nous sommes dans la semaine où malheureusement nous avons à commémorer les attentats contre Charlie Hebdo, contre l'hypercachère et singulièrement sur Charlie Hebdo, sur la liberté d'expression. Et donc la détention de Boualem Sansal, c'est un bras d'honneur à nouveau à la liberté d'expression. Donc dans cette surenchère, manifestement, le gouvernement algérien a décidé d'user de tous les moyens. Faut-il répliquer? Faut-il que faire? Il faut, en tous les cas, avoir une position de fermeté à l'endroit du gouvernement algérien. Quand la France souverainement décide de reconduire à la frontière une personne de nationalité algérienne qui menace l'ordre public sur le territoire national, il faut que le gouvernement algérien la reprenne. Et donc, on est en effet dans ce rapport de force. Il faudra user de tous les autres moyens nécessaires pour obtenir gain de cause. Il y a des relations économiques, il y a des relations commerciales, il y a des relations culturelles, il y a des relations diplomatiques, et ça fait partie de l'affirmation de la nation française. Dernier point d'actualité. Et je le regrette parce que l'amitié franco-algérienne devrait être quelque chose qui sublime, qui transcende les chicailleries du moment. Dernier point d'actualité. Elon Musk a discuté longuement avec Alice Weidel, publiquement, la leader de l'AfD en Allemagne. Pour vous, Musk, c'est une menace pour la démocratie occidentale? Incontestablement. Vous savez, on s'est beaucoup offusqué des ingérences étrangères, par exemple au moment des élections de la Russie d'ailleurs, au moment de l'élection de Trump ou dans d'autres pays, peut-être aussi en France. Et donc il n'y a aucune raison de regarder ailleurs quand il s'agit des États-Unis. Et quand je vois un membre de la future administration américaine, c'est-à-dire du gouvernement américain, tweeter là aussi à longueur de journée, un coup pour taper sur le Premier ministre anglais, un coup pour soutenir l'AfD en Allemagne, ça veut dire que demain, qu'est-ce qui va se passer? Elon Musk, il va appeler à voter Marine Le Pen au moment des élections présidentielles, si elle peut se présenter aux élections. Donc, quand on combat les ingérences, on les combat partout, même quand elles viennent d'un pays ami, d'un pays allié qui est les États-Unis, mais qui est là, qui est sur une dérive illibérale et dangereuse, très problématique. C'est le grand défi. On supprime X? En tous les cas, la question, elle se pose à titre individuel. Moi, ça fait plusieurs mois, je m'étais posé la question publiquement. On a une forme de dépendance à ce mode de communication. Et d'ailleurs, ça nous inviterait plutôt à se passer des GAFAM, de ces grands opérateurs, de ces multinationales à la forte puissance financière. Moi, là, je pense qu'il y a des sujets qui doivent être des sujets de puissance publique européenne, et je préférerais qu'il y ait un réseau social, respectueux, et pas un déversoir à haine comme c'est le cas aujourd'hui, et puis surtout avec une orientation politique de plus en plus marquée et qui est portée par son fondateur, son dirigeant Elon Musk. Son propriétaire. C'est pas le fondateur. Merci Jérôme Guedj. Il est 8h58, vous êtes sur Sud Radio.